Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus au mois de mai qui sont au nombre de 6 et honnêtement ce fut un mois encore une fois assez intéressant avec des très bonnes lectures, donc commençons tout de suite. Alors le premier livre je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté à une amie, mais je vous mettrai le visuel ici. Comme d'habitude, il s'agit de Famille parfaite de Lisa Gardner. Alors Lisa Gardner, c'est une auteure dont j'ai déjà un livre que je n'avais pas encore lu, et ce livre-ci je l'avais vu depuis des mois, donc du coup je l'ai enfin acheté. Et ce livre-ci c'est un thriller, donc j'ai commencé le mois de mai sur un thriller, et ce fut un thriller vraiment bien, puisque c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle Denbe. Donc il y a Justin qui a une entreprise de construction qui est très riche, c'est une entreprise qui marche énormément, sa femme Libby qui est créatrice de bijoux et leur fille de 15 ans Ashlyn. Et en fait un jour ils vont se faire kidnapper, donc on a la scène de kidnapping, ensuite on va les amener loin dans une ancienne prison désaffectée, donc en fait on va avoir le point de vue de la famille et le point de vue des policiers, donc nous lecteurs on sait où ils sont kidnappés, par contre on ne sait pas pourquoi, quelle est leur motivation. Tout au long on va penser que c'est l'argent parce qu'ils sont très riches, ils ont une énorme maison, ils ont une fortune assez impressionnante. La société de Justin vaut 100 millions je crois, et ils ont une porte blindée avec un code, donc la seule personne qui a pu les kidnapper, qui est responsable de ça, les connaissait forcément et déjà allé chez eux. Donc voilà, donc tout au long on va suivre ça, on va découvrir pourquoi. C'est vraiment une histoire hyper prenante, voilà. C'est un livre que j'ai adoré par le suspense, il y a également de la violence, il y a pas mal de retournements de situation, il y a des choses que j'ai cru deviner et qui en fait ne sont pas justes. Donc du coup j'ai été surprise en bien, voilà. C'est un thriller tout de même pas hyper facile parce qu'il y a un peu de violence, mais c'est pas non plus dramatique. Du coup cette famille va tenter de survivre, Libby et Justin ne communiquent plus vraiment. Justin a trompé Libby il y a plusieurs mois, du coup le dialogue est un peu rompu. Du coup pendant ces jours de séquestration là, ça va être un peu compliqué, ils vont discuter mais pas vraiment. Leur fille va avoir un problème sur place. Voilà, mais c'est un livre qui honnêtement j'ai beaucoup aimé, la preuve vu que je l'ai prêté à une amie. Le second livre, c'est plus facile de parler d'un livre quand on l'a dans les mains, c'est clair. Il s'agit de Minute Papillon de Aurélie Vallogne. Donc Aurélie Vallogne, en ce moment on en parle pas mal avec son tout dernier roman qu'on a aussi à la maison. Donc celui-ci, c'est son premier ou son deuxième. Elle fait que des titres un peu avec des citations et des proverbes, donc j'aime bien, enfin des expressions de la vie courante plutôt. Donc celui-ci, on va suivre une femme qui s'appelle Rose, qui a 36 ans, qui est mère célibataire, qui élève son fils de 17 ans qui s'appelle Baptiste, qui est apprenti dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Donc c'est une mère modeste qui habite dans un appartement type HLM, et du jour au lendemain son fils va lui dire qu'il quitte le domicile familial pour aller habiter avec sa copine Jessica, et en plus il va se passer un truc de ouf. Donc Rose tombe des nues, elle est ancienne nounou, ce qui lui permettait de garder son fils avec elle lorsqu'il était petit. Désormais elle n'a plus de travail et en fait elle va avoir l'opportunité de travailler pour une femme qui est incroyablement insupportable, qui s'appelle Véronique, pour garder la mère de celle-ci qui s'appelle Colette dans un appartement magnifique de Paris. Voilà, donc ça va énormément changer. Rose, elle va habiter sur place, elle va avoir un studio et elle va s'occuper de Colette avant de comprendre qu'en fait son travail n'était pas de s'occuper de Colette mais du chien de Véronique. Voilà, il y a un manque flagrant de communication, d'autant que Véronique a à peine vu Rose, elle lui a donné 2 instructions. Rose a tout de suite été mise dans le bain, voilà. C'est vraiment une histoire très drôle pour moi, c'est une sorte de comédie à la française, pleine de bons sentiments. J'ai trouvé ça très positif, bien qu'il y ait des éléments assez dramatiques et pas faciles. Vu qu'elle est mère célibataire, elle a élevé son fils toute seule, son fils lui tourne le dos du jour au lendemain, mais de façon générale j'ai trouvé ça plein de positivité, peut-être même un peu trop parce que l'histoire se termine vraiment bien.
et j'ai l'impression qu'elle est adepte des fins heureuses. Alors apparemment elle n'y fait pas forcément exprès, j'avais écouté une interview, mais en tout cas c'est le genre de roman qui se lit facilement, qui fait du bien, voilà, et j'ai hâte de lire d'autres livres de l'auteur. On passe à un genre complètement différent avec Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, qui fut honnêtement un coup de cœur monumental. J'en ai parlé sur le club lecture MS duquel je fais partie. Il y a eu beaucoup de réponses à ce sujet-là, beaucoup de retours face à l'article que j'ai fait. C'est un livre que j'ai adoré, que une amie m'a prêté, celle à qui j'ai prêté Famille Parfaite. Voilà, donc c'est un auteur italien qui a écrit 3 livres qui ont été traduits en français, dont celui-ci. Alors celui-ci, ce fut un coup de cœur, voilà, bien qu'il est très gros, il fait 930 pages. Je l'ai lu avec une ardeur assez incroyable. Donc le pitch, ça se passe dans le New York entre les années 1910 et 1930, vu qu'on va suivre l'histoire sur une vingtaine d'années. Donc au tout début du roman, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cheta Luminita, qui a 13 ans et qui, une des premières scènes du livre, va se faire violer. Donc c'est absolument réjouissant, on commence très fort. Je me suis même demandé si j'allais continuer parce que je ne supporte pas ce genre de scène qui n'est pas forcément que de la violence gratuite, souvent ça a un sens. Là en l'occurrence ça a un très grand sens vu que du fruit de ce viol là, il va y avoir un bébé, donc elle va partir avec son bébé aux États-Unis parce que pour elle c'est la terre promise, donc elle va arriver à Ellis Island, donc elle a que 13 ans, donc on est assez interloqué devant cette jeune fille qui va s'en sortir plutôt très très bien. Elle va trouver un homme sur place qui s'appelle Sal, elle va le remarquer avec ses grosses mains noires et il va l'aider sur place. Alors l'aider c'est un bien grand mot vu qu'il va lui proposer très fortement d'être prostituée. En gros elle ne va pas trop avoir d'autre choix. Il va l'héberger gratuitement dans un petit truc miteux de Manhattan avec un couple de vieux italiens également duquel elle va devenir très proche. Son fils va vivre dans cette ambiance de misère, quoi, clairement. Elle va tout de même avoir un peu d'argent, plus que si elle faisait un autre métier, malheureusement. Donc elle va pouvoir s'en sortir, l'élever d'une façon plus ou moins correcte, sauf que du coup les nuits et les soirs lorsqu'elle travaille, il se fait garder par les deux vieux puis par une femme. Mais voilà, la vie de Cheta est loin d'être heureuse puisque jusqu'à la moitié du roman elle exerce ce métier, jusqu'à ses 19-20 ans je crois. Donc voilà. Son fils qui s'appelle Christmas, vu qu'elle l'a appelé Natale en Italie, et Natale ça veut dire Noël, donc la traduction anglaise est Christmas, va grandir. On va le suivre jusqu'à ses plus de 20 ans. Donc en fait il y a plusieurs époques dans le livre, il y a une alternance d'époques de 1910 à 1911, de 1920 à 1921, ce qui fait que d'un chapitre sur l'autre on a la vie de Cheta lorsqu'elle était très jeune avec son fils très petit, puis Christmas qui a genre 18 ans, donc c'est vraiment très très cool. On va voir leur évolution, on va voir que Christmas va tout faire pour se sortir de la misère. Il va faire des petites escroqueries, il va trouver des petits boulots pour s'en sortir. Il va créer un gang qui s'appelle les Diamond Dogs. Il va fréquenter des gens pas très fréquentables, mais il va honnêtement bien s'en sortir. Un peu plus âgé, il va participer à une émission de radio qui va faire un carton, dans laquelle il va raconter ses histoires de gang. Il va un peu transformer quoi pour que ça passe mieux. Cheta va avoir une vie mieux, toujours suivie par Sal. Et Christmas, lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il avait 12 ans, il est tombé sur une jeune fille qui s'appelle Ruth, qui elle aussi s'est fait violer, décidément. Mais elle appartient à la classe vraiment haute new-yorkaise. Du coup, il va tout de même garder contact avec elle. Il va toujours être amoureux d'elle durant tout le récit. Donc on va suivre également cette jeune fille-là qui ensuite va déménager à Los Angeles. Donc à partir de la deuxième moitié du roman, on a New York et Los Angeles dans les années 20. Donc on suit Christmas et on suit Ruth, donc c'est vraiment très cool. On va également avoir le point de vue du violeur de Ruth. On est absolument ravis d'apprendre ce qu'il devient. Voilà, qui lui aussi va terminer à Hollywood. Donc voilà, c'est pour moi un roman qui explore toutes les facettes de la vie, surtout de la vie dans ces années-là, parce que oui, il était courant de se faire violer plus que dans notre société encore
Dans ces années-là, c'est plutôt évident, il y avait la misère, il y avait les petites arnaques, il y avait la débrouille, quoi, clairement. Et pour moi, c'est un beau récit et une belle... Enfin, un beau récit, oui. Pour moi, c'est clairement une vision de la société des immigrés dans ces années-là. Et vu que j'adore New York, j'ai adoré vraiment découvrir le New York d'il y a plus de 100 ans avec, voilà, quoi, la nouvelle vie des immigrés. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai lu Brooklyn et la pâtissière de Long Island récemment. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. C'est un petit bijou. Alors, il est très dur psychologiquement, hein, je ne vous le cache pas. Entre les viols et les scènes de violence, ça y va. Mais bon, faut se dire que c'était la société à l'époque. Ensuite, je suis passée à un thriller. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Avec Rêver de Franck Tillier. Alors, Franck Tillier, c'est un auteur français dont je vous parle souvent dans mes vidéos, sur mon blog. Je n'avais rien lu de lui depuis novembre et désormais il ne me reste que 2 à lire de lui. C'est pour ça que je prends mon temps, d'autant que ses histoires sont souvent très trash. Donc cette fois-ci, on ne suit plus Charcot et Hennebelle, le fameux duo emblématique des œuvres de Tillier. Cette fois-ci, on va suivre Abigail, qui est une psychologue réputée dans les affaires criminelles, qui aide beaucoup les flics dans des affaires où le psychologisme, ou la psychologie bien sûr, rentre en jeu. Sauf que Abigail est narcoleptique depuis très longtemps, donc parfois en pleine journée, elle doit céder au bras de Morphée, sinon elle s'écroule d'un seul coup. Si elle conduit, elle peut s'endormir à toute heure, donc c'est très très contraignant. Et un jour, alors qu'elle est sur une affaire d'une disparition de 4 enfants, issus de plusieurs villes en fait par un homme qu'ils vont appeler Freddy. Et cet homme-là... 2 mois après la disparition de chaque enfant, il fait un épouvantail avec les cheveux de l'enfant en question. Il les séquestre et un jour il va y en avoir un qui s'appelle Victor qui va être libéré, qui va errer le long d'une route, donc très morbide. Donc alors qu'elle est sur cette affaire-là, son père va venir la voir, il va proposer de partir en week-end et tout, sauf qu'ils vont avoir un accident de voiture. Le père de Abigail et sa fille qui s'appelle Léa vont mourir tous les deux, sauf elle qui va miraculeusement s'en sortir. Elle va se retrouver à l'extérieur de la voiture, donc elle ne va rien comprendre. Pourquoi? Donc tout au long du livre, il y a l'enquête sur les enfants qui est mélangée à son accident de voiture, où elle va tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. D'autant que sur la route, elle a vu une espèce d'homme avec un masque de renard qui était planqué là avec un pick-up. Donc elle va se demander ce qu'il fichait là. Voilà, quoi dire d'autre? Son problème aussi, c'est qu'elle mélange rêve et réalité, vu qu'elle dort souvent, elle mélange tout. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se pique avec une aiguille, puis elle se brûle avec une cigarette pour être sûre qu'elle ne rêve pas, parce que parfois, elle va vivre une situation, donc dans la vraie vie, et elle est persuadée qu'elle rêve, ou elle fait des rêves très 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 proches de la réalité, et elle va croire que c'est vrai. Donc bon, c'est assez compliqué. Du coup, il faut vraiment s'y retrouver entre rêve et réalité. C'est pas facile du tout. D'autant qu'encore une fois, il y a une alternance d'époque. J'ai l'impression que je ne lis que ça. Entre l'accident qui est en décembre 2014 et juin 2015. Voilà, ça se passe sur plus de 7 mois. Il y a toujours cette alternance d'époque-là. Donc il faut se souvenir de ce qu'elle a découvert en décembre, qui a eu des répercussions. Elle redécouvre un autre truc en juin, mais elle a oublié ce qu'elle a découvert 3 mois avant. C'est vraiment très très compliqué, d'autant que les chapitres du coup ne sont pas vraiment dans l'ordre chronologique. Il faut suivre. Il y a également un petit jeu à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de chapitre 57 et à la fin, grâce aux indices de Tillier, vous pouvez trouver ce chapitre 57. Allez sur internet et le lire pour comprendre une partie de l'histoire. La chute est absolument dingue, j'ai adoré vraiment cette histoire, je l'ai lu très vite, je crois qu'en 3 jours je l'ai lu alors qu'il fait 630 pages. Il est addictif, voilà, moi ce qui touche à la mémoire, au sommeil, c'est des choses qui m'intéressent profondément, d'autant que Tillier est un auteur que j'adore. Donc forcément ça réunissait tout ce que je souhaitais. En plus, je trouve que c'est un livre un peu moins trash que ce que j'ai pu lire auparavant sur lui, qui parle habituellement de choses vraiment peu ragoûtantes. Là, pour le coup, c'est assez violent, mais il n'y a pas trop de morts, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas de... on enlève la peau des gens, on les bouffe. Non, donc c'est pas plus mal.
Et voilà, gros coup de cœur encore une fois. Ensuite, on passe à un style complètement différent avec Voy, qui est le carnet de route et d'émotions de Safia Ayad, la fameuse youtubeuse, voilà, que je suis depuis longtemps, à l'époque où elle était encore avec Caroline. Maintenant, je suis que ses vidéos à elle. Je la trouve hyper positive, hyper inspirante. C'est une jeune femme que je suis sur tous les réseaux, qui m'inspire beaucoup, voilà. Son livre, lorsqu'il était sorti, je m'y étais pas plus intéressée que ça, alors que pourtant j'adore les voyages, j'aime beaucoup cette femme. Mais je ne l'ai acheté qu'il y a que 2 semaines. Je me suis dit, bon, faut vraiment que je le prenne. En plus, c'est un beau livre. C'est un livre hyper inspirant, du coup, que j'ai lu à la fin du mois dernier, dans lequel elle nous raconte un peu sa vie, le fait qu'elle a toujours vécu à droite à gauche. Elle est née à Strasbourg, elle a vécu à Grenoble, à Lyon, Saint-Étienne, maintenant à Barcelone, avant bientôt de vivre à Paris actuellement. Elle nous propose, en fait elle nous raconte ses voyages, elle nous parle de ça à maman qui a toujours été un pilier pour elle. C'est avec elle qu'elle a voyagé les premières fois en Espagne de façon assez modeste. Elle nous parle de sa vision des voyages, de l'évasion, du bonheur et de la découverte de soi que cela procure. Elle nous parle de plusieurs voyages en particulier qui l'ont marquée, comme Marrakech, d'où elle est originaire, la Colombie où elle a vécu 6 mois grâce à un Erasmus, le Brésil, Cuba, New York, Santorin. Voilà, elle nous parle de plein d'endroits du monde hyper inspirants. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre qui est très beau, en plus qui à chaque fois est illustré avec des photos des endroits dont elle parle, donc c'est un vrai plaisir à lire. Elle se confie vraiment, voilà, elle nous raconte vraiment sa vision des voyages, que pour elle c'est nécessaire de le faire régulièrement. Ça lui permet de se retrouver et d'échapper à cette routine et à ce travail assez intense qu'elle s'oblige à faire chaque jour. Voilà, et je me suis assez retrouvée dans ce qu'elle disait, parce que moi aussi j'ai eu la chance de pas mal voyager. Et pour moi, effectivement, c'est un besoin, voilà, de quitter sa ville un moment, d'aller voir ailleurs, de retourner dans des endroits qui nous inspirent, qui nous font du bien. Et honnêtement, c'est un très beau livre, et surtout, elle nous donne des conseils avec les choses à ne pas faire et à faire dans les pays en question. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle nous parle des rencontres qu'elle a pu faire sur place. Elle nous propose même des itinéraires comme celui-ci avec New York. Elle nous donne ses bonnes adresses. Enfin bon, c'est un livre hyper complet. J'aurais aimé cependant qu'elle en dise un peu plus, par exemple comme sur le Japon où elle est allée l'an dernier. Elle en parle que très brièvement ici avec Kyoto, ou Santorin où elle en parle, mais je pense qu'elle aurait pu en parler plus. Après, depuis, elle est allée dans d'autres endroits, mais j'aurais aimé que ce soit encore plus complet. Voilà, ça n'a rien à voir avec elle, c'est juste moi et ma curiosité et mon sens de l'évasion qui en voulait toujours plus. Mais je trouve que pour le prix, que pour 17 €, c'est très complet, c'est un très beau livre et je ne regrette en rien de l'avoir acheté. Et je suis très contente de l'avoir. Et félicitations Safia si un jour tu regardes cette vidéo. Vraiment. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Paranoia de Melissa Belevigne, aka Golden Wendy, qui est une youtubeuse également, décidément. 2 livres de youtubeuse en un mois, j'ai même pas fait exprès. Alors ce livre-là, je l'ai acheté lorsque j'étais à Strasbourg. Je l'ai payé 9 € au lieu de 17 chez un bouquiniste, donc c'est pour ça, parce que je le trouvais un peu cher. Alors l'histoire, on va suivre Lisa, qui est une psychologue très réputée, à laquelle on fait appel pour des cas assez complexes en dernier recours, qui en fait va être appelée à la clinique Saint-Vincent, à l'Institut Saint-Vincent, pour s'occuper d'une jeune fille qui s'appelle Judy Desforêts, qui est une fille qui a 20 ans, qui est enceinte, qui est plongée dans le mutisme depuis plusieurs mois, qui refuse de s'alimenter, et Lisa va tout faire pour découvrir pourquoi Judy est dans cet état-là. Donc encore une fois, il y a une alternance de récits et d'époques. Donc on va suivre Lisa au présent, Judy plusieurs mois avant, pour en découvrir plus sur elle. Et en fait, Judy va lui raconter un peu sa vie à Lisa. Elle va lui dire que depuis toujours, elle voit un jeune homme qui s'appelle Alvin, qui a toujours eu une vingtaine d'années. Et elle l'a toujours vu, mais elle a toujours été la seule à le voir. Donc elle s'est toujours isolée, elle n'a jamais eu d'amis. Elle lui parlait toujours, sauf que personne ne le voyait. Donc tout le monde pensait qu'elle était folle.
Donc depuis 2 ans, elle a habité dans un petit village toute seule parce que ses parents en fait voulaient la protéger d'une façon pour que les gens arrêtent de penser qu'elle est folle. Donc depuis 2 ans, Judy vivait seule, elle parlait avec Alvin, voilà. Et un jour, elle va recevoir une lettre de son arrière-grand-mère que sa grand-mère lui a fait parvenir le jour de ses 20 ans, où elle va découvrir que son arrière-grand-mère est née en 1900 en Angleterre. Donc elle va découvrir un peu les racines de sa famille. Et surtout, il va y avoir mentionné le nom Alvin dans la lettre. Donc elle se dit que ça ne peut pas être une coïncidence. Donc du coup, elle va se rendre à Londres sur les traces de ses ancêtres pour essayer d'en savoir plus. Elle est en danger, Alvin la prévient régulièrement. Alvin lui-même ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il a ce besoin de protéger Judy, il ne sait pas comment il arrive à parler anglais couramment. Voilà, il y a plein de mystères qui tournent autour de lui. On va découvrir le fin mot de l'histoire à la fin, qui est très fantastique, hein, ça n'a rien de réaliste. Mais j'aime bien ce mélange entre réalisme et fantastique. C'est une histoire vraiment très intéressante. Lisa n'est pas en reste puisqu'elle a une vie pas hyper facile non plus. Ça fait 8 ans qu'elle habite avec son compagnon qui s'appelle Paul, qui est avocat. Et le fait de s'occuper de Judy, le fait que Judy soit enceinte, bah forcément ça va l'obséder. Et c'est pour ça qu'elle se met à fond dans son travail et qu'elle en oublie un peu son couple. D'ailleurs, son couple s'étiole petit à petit. Mais voilà, c'est un livre qui est destiné aux ados. Mais c'est une histoire vraiment originale. Alors, c'est pas aussi creusé que si c'était un livre pour adultes. Je trouve, il y a des bonnes idées. C'est quelque chose que j'ai lu très vite en 2 jours. De toute façon, voilà, c'est écrit gros, les pages sont épaisses. Mais voilà, j'ai tout de même été contente de lire ce livre-ci dont je vous parle sur mon blog, bien sûr, comme tous les livres que je vous ai cités. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo de mes livres lus en mai. Encore une fois, j'ai fait de jolies découvertes et de réels coups de cœur, comme ces deux-là, qui sont particulièrement incroyables. Voilà, je suis ravie de me challenger chaque mois à lire des livres différents les uns des autres. Mon prochain challenge, ce sera de relire en anglais. Ça fait longtemps. D'ailleurs, je vous laisse ma vidéo des 5 livres à lire en anglais. Voilà, ici. Si ça vous intéresse, d'autant qu'en ce moment, je ne travaille pas. Je suis un peu en stand-by dans ma vie. Du coup, j'ai le temps de lire et voilà, et j'adore ça. Donc n'hésitez pas à checker le blog pour tous les articles de ces livres-là si vous voulez en savoir plus, à avoir d'autres articles si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!